Il y a un groupe, l'après, il y a des acteurs de la société civile. Vous n'avez pas l'impression finalement de faire un peu le boulot des politiques ? Enfin, moi, je pense pas qu'on fasse le boulot du politique. Hein. Je pense que autour de la table, on est tous démocratiques. En tous les cas, on croit en la démocratie. Je pense que c'est juste aujourd'hui le fait que le modèle démocratique est en train de changer et que dans ce nouveau modèle démocratique, la société civile doit pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, on se rend compte que on ne peut pas aller d'élection en élection, de mandat en mandat, et puis de demander juste à la société et aux électeurs de se prononcer à chaque élection. Effectivement, je crois que le fait que la société civile se rassemble pour établir ou proposer des projets, exprimer son avis, c'est une nouvelle forme d'expression démocratique. Et il va falloir qu'on modifie effectivement le modèle. Les élus, après, seront toujours là pour adopter des textes, pour écouter ce que dit la société civile. Et effectivement, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à créer, c'est ce nouveau lien entre la société civile qui s'exprime et le politique, qui est l'expression démocratique par le suffrage universel. Oui, j'irais simplement dans le même sens. Hein. La société civile, elle perdure. Les politiques, par définition, vont de mandat en mandat, avec des préoccupations qui ne sont pas forcément celles de la société civile au quotidien, et qui restent dans des préoccupations qui sont justement politiques, de réélection, etc. Donc il est intéressant quand même que la société civile puisse se prononcer durablement sur ses aspirations et sa vision de l'avenir, que les politiques eux-mêmes peuvent mettre en musique, en tout cas ceux qui sont au pouvoir au moment où ils sont saisis du sujet, et ensuite qui devront se transmettre de mandature en mandature. Ben oui, dans l'agriculture c'est pareil, il y a les mandatures qui changent, on se répète un petit peu, mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras et continuer à faire passer le message, parce que nous les professionnels, on est là pour les accompagner et aussi d'être un peu écoutés. Alors justement, revenons à notre question du jour. Quel modèle économique et social ? On parle de refondation. Après tout, pourquoi est-ce qu'on veut refondre quelque chose qui, bon an mal an, ne fonctionne pas si mal? La Calédonie, a priori, est plutôt riche, plutôt développée, on est Covid-free, alors pourquoi changer? Disons déjà que nous venons d'être confrontés à quelque chose qui s'appelle une épidémie, que jusqu'à présent on vivait en se disant bon, les épidémies c'est pour les autres, et que cette épidémie vient d'immobiliser l'économie mondiale. Et la nôtre est passée un peu à travers ce système, un peu d'une façon miraculeuse, en même temps par prise de décision, quelques coups de dés qui ont été très favorables pour nous, mais ce qu'on sait surtout, c'est qu'on ne peut plus vivre comme si ça ne pouvait pas nous arriver, et donc ce problème d'épidémie pose simplement la question de savoir comment on va vivre avec ces dangers-là, et peut-être que c'est aussi l'occasion de réfléchir à une organisation qui soit plus d'ailleurs centrée sur la Calédonie elle-même, en tant que Calédonie, plutôt que sur des échanges par exemple mondiaux. L'économie c'est beaucoup de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire par nous-mêmes? On a manqué d'approvisionnement. Jusqu'où on peut prendre une autonomie nous permettant de résister à ça? On a eu des problèmes de transport, c'est la même chose. Les problèmes sanitaires, on pourra y réfléchir après, voilà. Donc cette question-là, au contraire, c'est juste une question qui arrive opportunément. C'est qu'est-ce que c'est que l'avenir? Et l'épidémie vient nous interroger directement sur ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut vivre autrement avec ce type de danger. Oui, je crois que la question, elle date pas de 2020. Je pense que depuis quelques années, il y avait des voix qui s'élevaient pour dire que le monde tel qu'il était organisé et la Calédonie dans ce monde-là, c'était pas un modèle qui était viable sur du long terme, pour des raisons environnementales, pour des raisons économiques, pour des raisons de partage de richesses. Je pense que la crise Covid-19, elle a juste été un méga accélérateur, un petit accélérateur de protons, qui fait qu'on s'est un peu bougé les neurones et on s'est dit, effectivement, vu l'isolement que ça a généré pour des entités comme la Calédonie, il faut qu'on pense différemment. Puis il y a eu un autre événement en Calédonie, il ne faut pas l'occulter, c'est le deuxième référendum qui a eu lieu, et on voit qu'un des résultats de ce référendum, c'est la fracture sociale qui existe en Nouvelle-Calédonie. Effectivement, donc aujourd'hui, dans les réflexions qui ont été menées,
la nécessité de changer le modèle économique et social de la Calédonie en tous les cas, c'est lié à ces questions de résilience, de développement durable, de partage de la richesse, d'équité. Et aujourd'hui, c'était un peu autour de ça que les réflexions ont été amenées dans les groupes de l'après. Et c'est ce qui justifie qu'il faut qu'on change notre modèle, parce qu'on est aujourd'hui quasi certain que le modèle tel qu'il existe, il ne durera pas dans le temps. Donc, on ne pourra pas continuer longtemps à avoir un manque d'équité et à avoir une fracture sociale telle qu'on l'a en Nouvelle-Calédonie. Ça sera source de grandes difficultés et aujourd'hui il faut qu'on travaille sur ces difficultés. Il y avait un des ateliers qui a travaillé sur les questions de formation et d'insertion professionnelle et on voit que c'est une des clés de la réussite du modèle de demain, c'est la capacité à intégrer entre autres les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, mais quel type de travail. Et aujourd'hui pour les chefs d'entreprise on sait qu'un salarié de 2021 c'est pas tout à fait comme un salarié de 1902 et qu'on ne le gère pas de la même manière parce qu'il n'a pas les mêmes aspirations, parce qu'on n'est pas sur le même modèle organisationnel, donc ça c'est un des éléments. Et puis dans les aspirations de ce salarié de 2021 ou de cet entrepreneur, parce qu'on peut passer de l'un à l'autre peut-être dans l'avenir, dans ces aspirations, c'est quoi la richesse que l'on crée, comment ça se mesure? Et ça se mesure que monétairement ou est-ce qu'on mesure avec d'autres critères? Et on assistait pas plus tard qu'avant-hier à la restitution d'une étude qui a été menée, commanditée par l'AFD, l'ADEME et le WWF. Effectivement, dans les critères d'évaluation de l'évolution du modèle, l'aspect monétaire n'est pas le premier critère qu'il faudra qu'on retienne maintenant. Le développement durable, la soutenabilité du modèle, la répartition de la richesse, l'autonomie alimentaire sont des critères nouveaux qu'il faut qu'on intègre dans notre réflexion et pour l'instant dans nos balbutiements en Calédonie. Oui, je voudrais rebondir sur cette notion du travail aussi parce qu'on est à la croisée des chemins en même temps sur un monde, je dirais, mondialisé et sur aussi un monde océanien. Comme Xavier le disait, un jeune salarié actuel issu du monde universitaire, on va dire global, mondial, ne demande pas, comme auparavant, de faire une carrière à la fois linéaire et toute dédiée au travail. Maintenant, pour avoir un jeune formé au travail, on ne va pas pouvoir l'attirer en lui disant que 40 heures c'est bien, mais s'il peut en mettre encore une vingtaine d'heures en plus, c'est encore mieux. Ça c'est fini ça. Au contraire, c'est pouvoir l'attirer dans une entreprise, c'est comment c'est fun, comment je vais pouvoir prendre des vacances, comment je vais faire pour que ma vie ne se résume pas au travail. Et ça rencontre complètement le monde océanien, pour qui la notion du travail n'est pas non plus un assujettissement. On travaille pour s'offrir ça dont on a besoin, mais après on n'en a plus besoin, mais on n'a pas la nécessité d'être un esclave du travail. Donc ce temps-ci et cette réflexion sont particulièrement, ont du sens en Calédonie, parce que c'est à la fois les jeunes qui sont produits un peu partout dans le monde, mais c'est aussi l'essence même du monde océanien. Donc c'est pourquoi cette réflexion sur le travail, le partage du travail et de la richesse, ce qui fait la qualité de la vie, ce qui fait, la fierté d'être, voilà, dans un monde universitaire, dans des fabrications, éducatives, on n'existe que parce qu'on a fait ses preuves dans le monde du travail. Mais ce n'est pas vrai partout. Dans plein d'endroits, on existe parce qu'on est à la vie. Et c'est en soi suffisant. Donc il y a une grosse réflexion à mener sur la qualité de vie ne correspond pas systématiquement ni à l'accumulation des richesses, ni à l'accumulation du savoir, ni au temps passé au travail. D'accord, mais alors ça veut dire, justement, comment est-ce que vous pouvez changer ça? C'est ça tout l'intérêt. Quelles sont les pistes? Alors tout à l'heure on a parlé de la formation, qui est un des leviers. Quelles sont les autres pistes pour pouvoir justement en finir avec la fracture sociale, pour avoir un monde de travail différent, peut-être plus océanien? Oui, monsieur? Moi, je voudrais pour aller dans ce sens-là, c'est-à-dire le CESE, par exemple, c'est normalement fait que la société civile contribue aux réflexions et aux prises de décision. Est-ce que les ateliers ont travaillé là-dessus et qu'est-ce que vous en retirez? Parce que c'est aussi dans l'organisation actuelle des choses,
un moyen pour que la société civile participe au projet? La question est bonne. On est allé voir le CESE, parce qu'on a fait une présentation des travaux au CESE, avec un appel du pied, en leur disant quelque part, on aurait pu espérer que ce soit le CESE qui s'empare d'une question de ce type-là. Puisqu'effectivement, c'est censé être l'expression de la société civile. Je rappelle que le CESE, c'est quand même une institution qui est constitutionnalisée, qui a son budget, qui est censée représenter la société civile. Donc j'ai été écouté, ils m'ont poliment écouté. Je les ai un peu surpris, on les a un peu surpris dans le discours qu'on a mené. 2 mois après, j'ai pas de retour, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, et la question qui est posée à travers cette réaction vis-à-vis du CESE, c'est, je pense, un des piliers il y avait un groupe qui a travaillé sur la gouvernance, quelle gouvernance pour la nouvelle société économique et sociale calédonienne, et on pourrait le transformer en une question: quelle est la place de la société civile dans le modèle de gouvernance de la Calédonie de demain? Donc il y a des réflexions qui ont été menées sur le sujet. Malheureusement, je fais moi le constat à l'instant T, mais peut-être que ça changera. Je suis foncièrement optimiste. Peut-être que le CESE va se réveiller dans les prochaines semaines. Mais force est de constater que le modèle CESE ne fonctionne pas aujourd'hui pour traiter des questions de ce type-là. On parle de l'après-CESE aussi. Alors on parlera aussi de l'après-CESE, et je pense que dans l'après-CESE, effectivement, c'est quelle place on donne dans cette société civile. Et il y a des réflexions qui ont été entamées dans le groupe gouvernance, et normalement, il devrait faire des propositions justement pour institutionnaliser la place de la société civile dans les débats et dans la gouvernance de la Nouvelle-Calédonie. Alors je reprends mon interrogation de tout à l'heure. Comment changer justement le modèle pour peut-être être plus résilient, plus éco-responsable? Oui, Mérine. Pour l'agriculture, déjà c'est simple. Il y a eu le référendum, donc il faut penser à l'économie de demain. Donc nous, dans l'agriculture, déjà on est confronté à l'import, tout ce qui rentre en import des pays voisins à bas prix. Donc déjà on est une île, en face de nous c'est un continent, déjà l'Australie, 14 fois la France. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes réglementés pour tout ce qui est traitage des légumes. Je veux dire, on est sous des normes européennes, alors qu'on est sous les tropiques. Donc forcément, les produits de là-bas ne marchent pas ici. Par contre, les produits phyto qui arrivent sur le territoire, ils n'ont pas le même cahier des charges que nous. Nous, on a des contrôles à chaque fois, du CIVAP. Ils viennent, ils prennent les légumes, ils testent tout. Une chose. Deuxièmement, il faut penser aussi à notre population. Ceux qui vivent de faibles revenus, qui vivent de leur production. Et de temps en temps, il y a des récoltes. Et eux, ils sont dans leur province. Moi, je parle pour la province Nord. Les tribus sont pas loin, ils viennent, ils ont leur sous en fin de semaine, ils repartent avec des produits aussi qu'on ne peut pas commercialiser, c'est-à-dire qu'ils sont pas d'aspect, on les consomme, mais ils n'ont pas un bel aspect pour mettre sur les étals. Donc on est confronté à ça. Dernièrement, ils nous ont ouvert de l'import, je parle pour les oignons, on a mis 250 personnes saisonnières à la porte, et il y a 120 CDI qui sont... si ça continue, qu'aussi on va les mettre au chômage. Alors vous êtes confronté à l'apport, pour autant vous êtes quand même un secteur qui a plus de subventions. Je ne sais pas si plus de subventions. Moi, je peux vous en donner que 2. On a l'aide au transport pour nous, les gens de la province Nord, à hauteur de 80 millions, mais on est beaucoup d'agriculteurs, bloqués à 80 tonnes par agriculteur. Quand tu dépasses 80 tonnes, c'est à tes frais. Après, on a l'aide à l'énergie, mais après d'autres subventions, peut-être les subventions de la province pour les investissements. Mais plus personne ne va investir, vu que quand on investit, on ne peut pas vendre, donc on ne peut pas payer les banques. Donc on va arrêter de se mettre le couteau sous la gorge. Après, on a nos jeunes qui sont dans les MFR, qu'on a fait rentrer, qui sont sortis du cursus, sont rentrés à les MFR. On a des jeunes aussi à la Chambre d'agriculture qui travaillent en alternance, c'est-à-dire 3 semaines en entreprise, 1 semaine... dans les cours à la Chambre d'agriculture. On a le CFPPA, on a les jeunes qui sortent du lycée agricole. On ne va pas faire tous des ingénieurs parce que demain on va tous sucer des cailloux parce qu'il y aura trop de gens dans les bureaux, c'est la réalité. Donc pour pouvoir mettre les jeunes à la terre, il faut vraiment
un outil vraiment économique, il faut vraiment des lois que nos politiques se pensent dessus. Qu'est-ce qu'on veut pour l'agriculture de demain? Qu'est-ce qu'on veut? Comment veut-on nourrir notre population sainement? Parce que la santé, ça vient par la nourriture. Je pense que... Mais justement, dans votre groupe, qu'est-ce qui est ressorti autour de l'alimentation? Pour changer le modèle, déjà, on a l'IAC et la DECAL, qui sont deux structures de recherche. Mais entre guillemets, on sait que les chercheurs... Pas monsieur, mais les chercheurs, ils aiment bien se faire plaisir. Mais moi, je dis, il faut commencer à se focaliser sur ce que le professionnel veut, parce que ça va éviter les dépenses. Et nous, on est des professionnels, on fait des grandes cultures. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il faut bien cadrer les filières. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des producteurs qui... ici, rien qu'en province Nord, on a 4 zones géographiques. On a Sud Minier qui est Wailou, Kanala et Kwawa. Après, on a la côte est, c'est la côte est, le Grand Nord. Ici, c'est l'espace de l'Ouest. Et la côte océanienne. Différents climats. Donc, les productions ne doivent pas être les mêmes partout. Après, il faut que les professionnels se spécialisent, par exemple, dans la transformation. Nous, on est des professionnels en produits. Et je pense qu'il y a des structures déjà qui sont mises en place. Mais surtout qu'il faudrait, c'est contractualiser. C'est-à-dire que faire des contrats entre celui qui transforme 4e ou la 5e gamme. 4e, c'est le râpé, 5e gamme, c'est les tunnels de congélation. Parce que avoir dans les frigos de l'oignon ou de la carotte qui vient de Chine ou je ne sais quoi, on ne sait pas comment que c'est fait. Bon. Pour la santé, je ne sais pas si c'est trop bon, mais moi j'ai déjà pris de l'ail, j'ai mis du citron dessus, une demi-heure après c'était bleu. Donc soit c'est du plomb ou du mercure qu'on a dedans, mais évitant d'en manger. Et c'est pour ça qu'il faut s'assurer, et nous les entreprises, les professionnels, aussi bien ceux qui sont à la Fédération des industries et la santé, on doit être tous ensemble pour pouvoir emmener vraiment un projet viable économiquement, quoi. Et c'est par nous qu'il y aura la relance. Et je dis, il y a beaucoup de choses, aussi bien de l'emploi jusqu'à... et ça permettra aussi de faire des structures et d'arrêter de laisser les jeunes au bord de la route. Enfin, moi, quand je dis au bord de la route, des gens qui se cherchent, mais peut-être qu'ils ne veulent pas être dans l'agriculture, ils veulent travailler dans une usine. On a des fois des tonnes de mômes qui se perdent, pourquoi pas faire des compotes ou des soupes, enfin, je ne sais pas, moi. Il y a plein de choses à faire et les idées, ça vient par les professionnels. Des idées, justement, pour l'industrie de transformation? Voilà, on est complémentaires. Moi, je dis on est complémentaires. Il y a des producteurs qui pourront faire des produits pour les étals. Pour le monsieur tout le monde, parce qu'on nous critique ceux qui travaillent en conventionnel, mais on est les premiers à manger. On ne se fait pas juste une ligne de carottes pour nous. Ah ben tiens, on va... Non, on prend ce qui est abîmé pour nous, pour ceux qui viennent travailler avec nous. Après, le bio, c'est un certain prix, donc c'est une autre classe sociale qui veulent acheter du bio. Mais dans ce pays, il ne faut oublier personne. Et surtout, ceux qui ont des faibles revenus. Nous, quand on dit 250 personnes qui viennent travailler, mais derrière ces 250 personnes, un papa ou une maman qui vient travailler, elle emmène son revenu pour combien de personnes? C'est ça qu'il faut regarder. Et faire... parler du CESE, ils font des formations, ils veulent faire monter le salaire des ouvriers, c'est très bien. Mais nous, si on ferme boutique, comment ça se passe? Et on veut toujours la vie pas chère. Mais la vie pas chère, c'était dans le temps, la vie pas chère. Maintenant, tout a augmenté. Ce qu'il faut faire, c'est contractualiser, lisser les prix à l'année. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Et créer des filières. Et le professionnel, vu il va savoir que dans l'année, il va vendre 60 tonnes ou 100 tonnes à temps, il pourra aller voir son banquier pour investir. Et puis, ben voilà, et puis le circuit est terminé. Vous vouliez réagir? Oui, dans ce que dit Meryl, je pense qu'on a à peu près tout rassemblé dans l'exemple de l'agriculture. On part d'une question un peu fallacieuse de votre part, c'est-à-dire sur le subventionnement d'un secteur d'activité, mais on pourrait le faire autant pour le BTP, pour l'hôtellerie, pour l'industrie. Enfin, la question qui se pose, la mine, il ne faut juste pas trop en parler en ce moment, la question qui se pose, c'est quoi la politique publique? Quelle est la politique publique? Comment on l'évalue? Quel est son coût? Qu'est-ce qu'elle rapporte? Je pense que c'est
aujourd'hui quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à faire en Calédonie et qu'on ne fait pas, ce qui permettra après identifier les filières qu'on veut développer. Deuxième sujet, formation jeunesse. Aujourd'hui, si dans nos politiques publiques on n'intègre pas cet élément-là, on passe à côté d'un pan entier de notre avenir. Partenariat public-privé. Il faut arrêter de croire que la vérité vient du haut et que gentiment elle arrose le bas, comme il ne faut pas croire qu'il n'y a que le bas qui a la vérité et que derrière il ne faut pas qu'on coordonne les politiques publiques. Donc partenariat public-privé, associer les professionnels, quand même un peu de connaissances sur le sujet. Comment? C'est qui le haut, c'est qui le bas? Les professionnels, le vrai monde en haut et puis le politique en bas. Développement durable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut qu'on ait un modèle qui fasse qu'on va pouvoir quand même transmettre une planète à peu près en état à nos enfants. Et puis autonomie, aujourd'hui on le vit, donc aujourd'hui on le vit parce que par exemple on est très énervé quand le port de Nouméa est bloqué parce qu'on ne peut pas sortir nos marchandises, etc. Donc on voit qu'on est hyper dépendant de ce qui arrive. Je ne parle même pas des problèmes de fret aérien aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, mais il faut qu'on développe notre autonomie. Ce n'est pas la Calédonie qu'on servira en premier si demain il y a pénurie de riz ou de viande dans le monde. Donc il faut juste savoir qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait une grosse crise porcine en Chine. La Chine est allée chercher des ressources en viande dans le reste du monde et elle a fait augmenter le prix de la viande dans le monde entier. Et c'est pas la Calédonie qu'on servira en premier. Du reste, quand on importe de magnifiques pommes de Nouvelle-Zélande, c'est pas les belles pommes qu'on nous envoie, c'est les reliquats de ce qu'il peut y avoir. Et donc la question de l'autonomie, c'est une question qui est majeure dans le choix des politiques publiques qu'on doit faire. Et après, une fois qu'on aura balayé ces différentes thématiques, et donc on aura identifié quelle filière, quel secteur on développe, on pourra identifier quelle filière, quel secteur on accompagne au niveau de la politique publique. Et à ce moment-là, on pourra faire une évaluation de ce que ça nous coûte. Et puis on ne dira pas l'hôtellerie en Calédonie nous coûte cher, ou l'agriculture nous coûte cher, ou l'industrie nous coûte cher. On dira, on voulait tel résultat, ça nous a coûté tant, ça nous a rapporté tant. Est-ce que c'est satisfaisant, oui ou non? Est-ce que vous vouliez réagir? Oui, enfin, c'était revenir à la question. Et comment on fait? Justement, comment on fait? C'est l'initiative qui a été prise. C'est-à-dire d'abord créer des groupes de réflexion qui veulent bien se pencher sur ces questions-là. Et ensuite, en fait, la seule façon de pouvoir progresser, c'est que chacun s'empare de cette histoire. Donc c'est pour ça qu'on vient à la rencontre des uns et des autres. Sur la santé, il y a quand même quelque chose. En 2011, ça commence à faire très loin. Un certain nombre de professionnels de santé se sont dit on ne peut pas rester dans notre système de santé tel qu'il est. Il coûte trop cher. Bon, d'accord, il donne une santé, mais peut-être qu'on peut faire mieux, et surtout en dépensant, pas forcément moins, mais au moins mieux optimiser ce qu'on fait, c'est-à-dire contrôler ce qu'on fait, tout en faisant un service. En 2011, c'était tout seul. Puis les politiques ont fini par prendre ce sujet. Vous connaissez, la version, ça a été les assises de la santé. Valentine Uwisuki est arrivée à organiser des assises de la santé qui ont assis quelque chose d'impensable, qui ont assis à la table des industriels, alors qu'on parlait de la santé. Ça, c'était un non-sens absolu pour les autres équipes. Il se trouve qu'avec Valentine Uwisuki, ça a pris une autre forme. Il y avait les consommateurs qui sont venus aussi. Ça a été ouvert à tout le monde. Et on est arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui le plan d'Ocamo. Ce plan d'Ocamo, on a des délibérations, il y en a eu 3 quand même depuis le plan d'Ocamo. Ça commence en 2016. Et on en est aujourd'hui à savoir ce qu'on fait en voulant changer la gouvernance. Revenir sur l'alimentation, il faut quand même savoir que les économies qu'on peut faire dans le plan d'Ocamo, c'est 40% en changeant les comportements, en arrivant à changer les comportements alimentaires, mais pas forcément d'une façon autoritaire. Il faut arriver à guider. Ça commence aussi par l'éducation des jeunes, parce que c'est à l'échelle de génération, c'est pas à l'échelle d'une vie. Nos vies, on va garder probablement nos défauts alimentaires, le chocolat, la graisse, pourquoi pas, etc. Mais nos enfants peuvent apprendre à peut-être manger mieux, en tout cas manger comme ils veulent, mais manger d'une façon plus saine. En tout cas, se sentir en meilleure santé dans cette population, c'est 40% de l'effort à faire. Il faut quand même savoir de quoi on parle. Et c'est pas dans les mains des professionnels de santé, ça. C'est pas du tout dans les mains des professionnels de santé, c'est un problème de société. Il doit y avoir des psychologues qui rentrent là-dedans, il y a les gens de la cuisine,
comment on diffuse. Il y a des initiatives qui sont faites, qui sont tenues pour récupérer les recettes, les retransmettre, revenir à ce qu'on appelle cuisiner les produits locaux, hein, entre autres. C'est-à-dire ce que les gens savaient faire, ne savent plus faire puisqu'ils achètent des choses toutes faites. Voilà. Donc ça a été une démarche. Il faut quand même savoir aujourd'hui que cette démarche d'Ocamo, donc il y a 10 ans, elle n'est pas encore mise en place parce qu'on sait comment changer la gouvernance, mais on fait encore venir des experts, ça sera la 3e ou 4e mission, pour savoir comment on va le faire. Donc quand on pose la question de comment vous allez faire, on commence par prendre une initiative, c'est celle qui a été prise ici. On essaie de la rendre la plus partagée possible au sein de la population. Et ensuite, il faut pousser les politiques, les résistances politiques, en sachant que les alternances politiques, aujourd'hui, ont quand même arrêté le plan d'Ocamo dans son développement tel qu'il était fait. Donc, ça fait aussi partie de ces freins. Mais sur la méthode, c'est ça qu'on veut faire. Alors vous êtes parti justement en parlant de santé, vous êtes parti sur un chemin différent que celui d'Ocamo, c'est-à-dire que vous êtes parti sur un plan d'urgence autour de la pandémie. Alors on n'est pas parti vraiment tout à fait là-dessus. On est parti sur un constat simple et que vous avez tous vu. C'est que économie et santé sont intimement intriqués et interdépendants. Vous n'avez pas de santé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas prendre en charge les gens, l'économie s'effondre. Il y a un territoire en France qui a connu ça, c'est l'île de la Réunion avec l'épidémie de chikungunya. Plus de 50% de la population touchée quand même. Hein. Donc l'économie, faites marcher les entreprises, faites marcher une société avec 50% de la population arrêtée, c'est pas possible. Donc ils ont commencé aussi à réfléchir à des tas de choses. Donc ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que la réponse quand on ne connaît pas, ça a été on confine tout le monde, vous bougez plus. On arrête l'économie, c'est pas grave, on va se protéger parce qu'on ne peut pas supporter une épidémie telle qu'elle est. On n'est pas préparé. Oui, mais ça nous handicape profondément. Les enfants et petits-enfants de ce pays paieront probablement ce qu'on a fait et encore 3 semaines de confinement seulement. Si on avait plus, je ne sais pas dans quel état on serait. C'est-à-dire qu'on se poserait des questions totalement différentes. Donc la dernière chose qui était le constat, c'est il se trouve que les pays qui ont le mieux résisté à ça, c'était les pays les mieux préparés. On parle entre autres de Taïwan, de l'Asie. L'Asie, ils ont subi déjà 2 ou 3 épidémies, SRAS, grippe aviaire, etc. La première fois, ça n'a pas dû les amuser beaucoup. Je me rappelle que sur la grippe aviaire, il y a des médecins qui se sont enfermés dans des hôpitaux pour que ça ne sorte pas. Tout ce qui rentrait dans l'hôpital ne sortait pas, que ce soit les personnels de santé, etc. Ils ont fait ça. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font ? Maintenant, ils préparent leur population. D'où l'idée d'avoir un plan épidémique, c'est-à-dire de dire, est-ce que le Covid c'est fini ? Moi, la réponse, je la donne tout de suite, c'est non, on le voit bien. Est-ce que le vaccin va arrêter l'épidémie ? Probablement non. Il va peut-être la ralentir, sachant que si on a le choix de se vacciner, on sait qu'à peu près 50% de la population, probablement, va refuser de le faire. Donc ça veut dire que ce n'est pas une solution, ça va être juste un blocage. Donc c'est ça. Donc à partir de là, comment on fait ? La question des masques, est-ce que tout le monde a des masques ? C'est un truc bête. Est-ce qu'on a de quoi se laver les mains partout ? Est-ce que les entreprises sont prêtes à travailler en mode épidémique, c'est-à-dire comment on se protège à l'intérieur de l'entreprise, soit par du télétravail, soit tout simplement en prenant des mesures, etc., etc. Donc on décline ça. Il nous faut une cellule opérationnelle, il nous faut un plan épidémique comme un plan cyclonique. Même chose, une cellule qui soit capable de le diriger en prise avec le terrain. Voilà, c'est des choses comme ça, d'où le travail qui a été fait, mais qui ne s'adresse pas qu'au Covid, il peut s'adresser aussi à la grippe ou à toute autre épidémie qui arrivera et qui nous est promise d'ailleurs dans l'avenir. Merci. De toute façon, je vous propose après de rencontrer chacun pour continuer ce débat, parce qu'on va être obligé d'y mettre fin. Alors, je voudrais quand même vous poser une dernière question, parce qu'on sait que cette décennie va être marquée par une fin de cycle, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit environnementale. Alors, mesdames, messieurs, pour vous, quelle serait la première mesure à prendre pour commencer à construire ce nouveau modèle économique et social ? Concrètement, quel est le premier projet de loi que vous voulez voir mis sur la table ? Alors moi, je devrais répondre à quelque chose qui est lié à l'industrie. Donc, je devrais dire, soyons intelligents et tout ce qu'on sait faire localement, arrêtons de l'importer. Je pense que ce serait une première piste. Mais
Je pense que celle-là, elle va venir naturellement. Je me dis que personne aujourd'hui pourrait imaginer qu'on va continuer à importer des choses qu'on sait déjà produire localement. En tous les cas, ce serait vraiment qu'on est complètement fou. Mais moi, je pense que la première réforme à mettre en place, c'est sur la gouvernance de notre société. Et c'est sur la place de la société civile. Quelle place on donne à la société civile dans notre société de demain en matière de gouvernance. Et donc je pense qu'effectivement c'est la première mesure que je voudrais voir mettre en place. Et comment est-ce qu'on s'assure que quand la société civile exprime quelque chose, c'est pris en compte par les élus, c'est traité par les élus et on donne une réponse au niveau des élus. Ben écoute, je suis exactement sur la même ligne. Hein. Le changement de gouvernance, de toute façon, c'était ce qui a été exprimé dans Docamo, donc j'aimerais bien, moi, que ces mesures-là soient prises. Sur le plan de l'épidémie pure, il faut monter une grande consultation, il faut préparer. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, il va falloir sensibiliser la population à ce risque et la préparer. Donc il nous faut une cellule, on l'a demandé d'ailleurs, une cellule sanitaire créée, qui permette de confronter d'ailleurs l'ensemble de la perception de ce qu'est la santé. On ne fait pas un message uniforme en Calédonie, c'est pas possible. En revanche, on peut partager une même préoccupation et la décliner en fonction de la vision que chacun peut se faire de la santé et de la protection des autres. Et ça s'organise et c'est la première des choses qu'il faudrait faire. Mais Ben moi, je pense que déjà nos politiques, il faudrait qu'ils commencent à nous faire confiance, nous les professionnels. il faut une réponse concrète. Oui, et je pense que quand ils votent des textes de loi ou pour nos entreprises, il faudrait qu'avant de les faire voter au Congrès, qu'on puisse intégrer ce tour de table pour dire si c'est vraiment adapté à notre fonctionnement, parce que l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, pour la santé, il ne faut pas que c'est un groupe de mots qui soit dans les bouches pour faire joli. Pardon de dire ça, mais à un moment donné, quand est-ce qu'on se met au travail sérieusement, parce qu'on est tous liés, aussi bien la santé, les entreprises, que nous, l'agriculture. Enfin, on est tous confrontés, et je crois que c'est comment faisons vivre correctement nos populations et comment les protégeons. Il faut les protéger. Donc, aussi bien contre les épidémies, mais aussi le travail. Toute l'économie, ça passe par la santé, les entreprises et puis voilà, l'agriculture. Donc, les textes de loi doivent être bien réfléchis et bien pensés avant d'être votés. Non, c'est... Attention, c'est moi. J'ai une question par rapport, j'aimerais que vous développiez l'aspect, vous parliez de la difficulté d'investir. Oui, Alors, je vous dis, mon sentiment, c'est que j'ai un peu de mal à l'entendre parce que je me dis, il faut qu'on mange. Oui. À partir du moment où on va manger tout le temps, il n'y a pas de frein à l'investissement. Et ma deuxième remarque, c'est, moi je suis très très critique par rapport au monde politique. Je fais partie de la génération de destin commun. Je fais le constat qu'entre mes 20 ans et mes 45, il ne s'est pas passé des choses formidables. Et je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné commencer, vous les professionnels, pour que les politiques finissent par vous suivre. C'est ça. Le bio, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas imposer, je mets entre guillemets, imposer à la population de manger du bio, comme on lui impose de ne pas acheter d'alcool le week-end? Est-ce qu'on ne pourrait pas imposer aux fabricants de sirop un taux de sucre inférieur, histoire de faire baisser le taux de diabète et tout ce qui va avec? Peut-être que si on prenait le problème à l'inverse. Alors, ne lancez surtout pas Meryl Marlier sur la question, sur la première question, parce que là, on est encore demain. Demain, on est encore là. Je pense qu'aujourd'hui, le modèle de mise sur le marché des produits de l'agriculture, c'est un modèle qui est avant tout géré par le profit. D'accord ? C'est comment je peux faire le plus de profit possible pour une partie des acteurs. Et donc on n'arrive pas à coordonner aujourd'hui l'action de l'importateur et du producteur local sur ces questions-là.
tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, et en ce moment on fait vraiment n'importe quoi, donc surtout ne lancez pas Meryl là-dessus, parce qu'elle va vous donner des exemples qui vont vous faire bondir, mais c'est aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, et tant qu'on n'aura pas admis qu'il faut manger ce qu'on est capable de produire, majoritairement en fonction des saisons auxquelles on produit, et ce que disait Meryl, en fonction des zones géographiques où on produit, donc effectivement, je pense qu'on n'aura pas compris. Donc ça, c'est pour moi la première question, elle est là. Sur la deuxième question et la troisième que vous engagez avec l'exemple des sirops, moi je suis toujours favorable à ce qu'on incite plutôt qu'à imposer. Parce que pour régler, moi je l'ai toujours dit, pour régler les problèmes de consommation abusive d'alcool ou de sucre en Nouvelle-Calédonie, on pourrait prendre une mesure à la soviétique, on va dire, c'est une canette de bière par mois par personne et un demi-carré de sucre roux par personne par semaine. Effectivement, on pourrait le faire, et je pense que ce ne serait pas la bonne solution, parce que derrière, il y a aussi une notion de plaisir dans l'alimentation, il ne faut pas qu'on élimine cette notion de plaisir. Et donc, je pense qu'il faut qu'on incite les industriels et les importateurs, effectivement, à importer des recettes dans lesquelles il y a moins de gras, de sucre, de sel, etc. Et il faut qu'on incite effectivement les industriels à produire en modifiant leurs recettes. Ça, c'est convaincre nos élus. Je ne voudrais pas être désagréable, mais je pense que si eux par contre, si on ne les incite pas non plus à être obligés à écouter la société civile, on n'y arrivera pas. Que je le disais il n'y a pas très longtemps, je ne citerai pas la collectivité, je ne citerai pas des noms ici, mais c'est des gens qui nous sollicitent 6 mois avant leur élection, d'accord, qui n'en font qu'à leur tête pendant le mandat et qui reviennent vers nous, et comme par hasard, tout d'un coup, ils retombent amoureux de nous 6 mois avant l'élection qui suit. Or, la question, c'est, pendant les 4 ans et demi qu'il y a, comment est-ce qu'on les oblige, on les incite, effectivement, à garder le lien avec la société civile. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une vision et d'accompagner cette vision. Ce qui pose la question de la vision, je ne suis pas certain qu'ils en aient tous une. Mais effectivement, comment est-ce qu'on fait pour que la société civile elle participe à cette vision? Et je pense que là-dessus, dans notre gouvernance, dans la manière de faire, il faut qu'on change des choses rapidement. Il y avait une autre question, si je vais profiter du micro. On a commencé un peu à répondre, parce que moi je ne voulais pas entendre changer de gouvernance et changer d'équipe. Ouais. Vous avez... Il y a une autre question? Oui, c'est pas parce que mon micro est loin. Oui, moi c'est pour revenir à ce que la dame a dit là. C'est vrai que l'agriculture, c'est pas un très bon exemple, parce que c'est un secteur assez complexe. Mais pour revenir à ce qu'elle a dit là, d'imposer. Parce que je suis dans certains secteurs, il vaut mieux imposer. Parce que je vais prendre juste l'exemple de tout ce qui est boisson. On a parlé du sirop tout à l'heure. Et moi je vais parler des boissons par exemple. Que ce soit les canettes. À la rigueur, les canettes ça va parce qu'ils sont recyclables. L'aluminium est recyclable. Mais on voit dans tous les commerces maintenant, aujourd'hui, tu as à partir de presque 50, tu as du 60, tu as du 70, tu as du 80, tu as différentes dimensions au niveau bouteilles plastiques. Et en plus, avec l'eau du monde, l'eau de chez nous. Est-ce que demain, on ne pourrait pas demander aux industriels de faire qu'une seule capacité? De faire 1 litre, par exemple, et puis les grosses bonbonnes, tout ça. Mais parce que moi, je sors un peu de la génération gourde. Quand j'allais à l'école avant, papa, maman ou la nourrice, elle nous donnait une gourde et puis une pomme, et puis voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça dans les écoles. Il n'y a plus ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis un petit peu la question, parce que aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que peut-être que le rôle de demain que vous avez, vous les industriels, c'est de participer aussi. Et moi, je cautionne ça. Je suis d'accord que nous aussi, les provisionnels, on participe. Mais demain, peut-être, montrer l'exemple. Je pense à l'industriel qui fait l'or du Mont d'Or, par exemple. Je pense à l'industriel qui importe les sodas, tout ça. Au lieu de faire plusieurs capacités, plusieurs litrages, le mec, il amène qu'un seul litrage. Parce que là, au niveau sucre, c'est sûr que c'est complexe, mais il y a aussi le niveau gestion des déchets. Moi, je suis dans le secteur de la gestion des déchets. On parle tous qu'il n'y a pas de solution pour le plastique. Mais quand on va voir les bouteilles de Mondor, maintenant, tu as des toutes petites, tu as des moyennes, tu as des grandes, tu as des gros publics. Voilà. Alors, merci de cette bonne question. Mais la question, elle est essentielle et je vais vous la retourner. Mais vous tous, en tant que consommateurs. Parce que la question, c'est nous, consommateurs,
qu'est-ce qu'on est capable d'accepter en changement de nos comportements et notamment de nos égoïsmes de consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, et là je peux vous parler en tant qu'industriel calédonien, d'accord, ce qu'on nous met dans la figure régulièrement, et ce qu'on met dans la figure de celui qui produit de l'eau, je ne parle même pas de ceux qui font venir l'eau de l'extérieur, parce qu'on pourrait encore en parler, mais ce qu'on nous met dans la figure est qu'aujourd'hui, vous, pauvres industriels pas très malins, vous amenez un choix très limité aux consommateurs calédoniens. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'importer de l'extérieur. Et en fait, l'enjeu, et c'est un enjeu très marketing, hein, sur les gammes de produits. Qu'est-ce qu'on est capable d'accepter comme limitation de gamme de produits en Nouvelle-Calédonie en tant que consommateur? Est-ce qu'on peut admettre en tant que consommateur qu'effectivement, pour l'eau qui m'est proposée, j'ai soit la bonbonne, soit la bouteille d'1,5 litre? Est-ce que je suis capable d'accepter que j'ai pas 49 marques de pâtes qui me sont proposées en Calédonie et qu'effectivement 5 marques c'est peut-être suffisant? Est-ce que je suis capable d'accepter que pour les pains de mie, j'ai pas besoin d'avoir 27, donc 2 rayons complets de pain de mie parce que effectivement j'ai besoin d'un pain de mie et donc j'ai 2 ou 3 références de pain de mie. Ça. Et ça c'est une question consommateur, c'est une question que moi j'ai posée aux étudiants de l'IUT de Nouvelle-Calédonie il y a 2 mois. Je leur ai demandé un travail, ils sont en retard, donc il faut que je les relance. Mais la question, c'est cette crise Covid-19, je pense qu'il faut qu'on la prenne aussi individuellement en tant que consommateur. Qu'est-ce qu'on est capable de changer dans nos comportements? Est-ce qu'on a besoin de changer notre garde-robe tous les 3 mois? Est-ce qu'on a besoin de changer notre garde-robe tous les 3 mois? Quand on a un homme, non. C'est la question, c'est que, j'ai bien dit tout à l'heure, c'est pas, nous, on est entièrement d'accord. Mais c'est pour savoir dans quel secteur on impose. Là, aujourd'hui, c'est pas de demander au consommateur. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, le consommateur, nous, la population d'aujourd'hui, de la Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas se leurrer. On vit tous dans le luxe. On aime bien avoir sa petite bouteille, on aime bien avoir son petit sac, son petit machin. En plus, on ne veut pas avoir le même sac que le voisin. On va acheter un autre plus loin. Surtout les femmes. Il y a des secteurs, je pense, moi, il faut taper sur la table. On dit au mec, voilà, il n'y a que ça, c'est point pas. Parce que voilà, parce que sinon on n'en finit plus. On regarde par exemple pendant la rentrée scolaire, dans toutes les boutiques, il y a le même sac qui est fabriqué. Il y a la copie, voilà. Va dire à tes enfants de prendre ce stylo-là. Non mais t'es dit, mais dans ton siècle. Il y avait la dame qui voulait parler aussi. Moi j'étais plus. En fait, je suis étudiante en économie gestion en plus de Macro. Je suis originaire de Lifou. Je voulais juste remonter, en fait, j'avais une expérience. J'ai été institutrice remplaçante dans une école sur Lifou et voilà, dans cette école-là, on a imposé aux enfants par rapport à la consommation de consommer local. Du coup, ils apportaient pas de plastique ni de papier gâteau. On mangeait seulement des pâtes du monde, des citrons, jus de citron sans sucre. Voilà. Et voilà, comme vous avez parlé tout à l'heure, que pour la consommation, en fait, on ne peut pas la changer de suite, c'est de génération en génération. Et j'avais une idée, pourquoi pas commencer déjà dès petit, parce que les enfants, ça rentre mieux que. Pourquoi pas changer le modèle éducatif, enfin, je dis ça comme ça. Vous avez une recrue pour le groupe. Oui. Vous avez compris. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Éric. Oui, moi je vais juste ajouter, on parle du choix. On n'a jamais assez de choix, c'est vrai, tu as raison. Pourtant, curieusement, quand on va dans d'autres pays, on se rend compte qu'ils ont moins de choix que nous. C'est pas complètement faux ça. On se plaint qu'on n'a pas de choix, mais en fait on en a plus que d'autres. Nous avons des expériences personnelles, moi le premier. Grande distribution. Oui, ça va pas, vos produits, il n'y en a pas assez. On n'a pas le choix. Aujourd'hui c'est l'inverse. Pareil. Ah oui, mais non, il y a trop de choix. Mais on va vous enlever quand même des références. Puis on va mettre des produits importés alors, qui ont le même effet et qui ne sont pas présentés pareil. Les gens ont le choix. Alors le choix, mes choix de vous dire, ma foi, le choix, j'y crois pas. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci.